comprendre de la réforme sur les humanités pédagogiques rénovées? Quel est l'objectif et même le mobile qui a poussé le gouvernement congolais, via le ministère de l'Éducation nationale, à s'épancher principalement sur cette réforme? Quelles sont les actions qui seront menées pour mener à bon port cette réforme? Qui fera quoi pour quels résultats? On en parle dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles. Je reçois pour vous Madame Dora Mwanda, qui est conseillère en charge de l'innovation pédagogique, réforme et évaluation. Bienvenue à vous, Dora Mwanda. Bonjour, merci beaucoup. Nous recevons également Madame Betty Matondo, elle est coordonnatrice projet efficace UNESCO. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec vous, Madame Dora, puisque je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes conseillère au ministère de l'Éducation nationale. La première question qui me passe à l'esprit, quelle a été la motivation principale qui a poussé le gouvernement à se lancer vers cette réforme? Alors, donc, nous avons plusieurs objectifs, mais nous voulons vraiment professionnaliser le métier enseignant, le valoriser d'une manière ou d'une autre. Et un des axes, c'est de renforcer la qualité de la formation initiale des enseignants. Donc ça, c'est la motivation première. Nous sommes persuadés qu'avec des enseignants mieux formés dès le départ, ça va forcément influencer la qualité des enseignements et donc la qualité aussi des résultats que nos élèves auront à la fin du cycle d'éducation de base et puis plus tard à la fin des humanités, donc à la fin du secondaire tout entier. Consultant un peu l'histoire, c'est bien d'innover. Qu'est-ce qui était fait hier qui est aujourd'hui remis en cause? Et donc, classiquement, la formation initiale d'un enseignant pour le primaire, donc on dit plus un primaire, donc c'est éducation de base, c'est tout un cycle de 8 années, mais donc classiquement c'était 6 ans du primaire et 6 ans du secondaire. Et pour enseigner dans le primaire, il suffisait d'obtenir son diplôme d'État venant d'une filière des humanités pédagogiques. Donc voilà, on partait en option en filière humanité pédagogique, on était diplômé et une fois qu'on avait ce diplôme d'État en poche, on pouvait directement aller enseigner dans les classes primaires. Ça, à terme, c'est ce qu'on ne veut plus. On voudrait que les enseignants qui soient formés n'aillent pas directement dans les classes après leur diplôme d'État. Il faudrait qu'ils aient une formation supplémentaire. Mais donc pour commencer, c'est là l'historique des humanités pédagogiques rénovées, c'est que on garde les humanités pédagogiques telles qu'elles ont toujours existé, c'est-à-dire en fin du secondaire, sauf qu'on les rénove. Donc on apporte un changement dans le programme. Comment vous apportez, à travers le projet efficace justement, qui a d'ailleurs plusieurs composantes, comment vous apportez cette nouvelle façon de faire? Qu'est-ce qui est exactement fait? Quelle est la cible et où vous touchez exactement pour réussir cette innovation? Alors, par rapport à ce qu'on a apporté, déjà, comme Madame Dora l'a dit, avant les humanités pédagogiques, a un caractère de professionnalisation. Donc, l'élève qui finit ses 6 années des humanités, il doit normalement être enseignant du primaire. Mais hélas, ce qu'on a remarqué dans l'ancien programme, c'est que les programmes étaient plus théoriques que professionnalisants. Quand je dis pas professionnalisant, c'est qu'il y avait moins de temps accordé aux stages, donc notamment les différents stages prévus. Or, l'enseignant, il est formé pour enseigner, excusez-moi la tautologie, mais c'est ça l'ambition. Donc, si on veut former pour être enseignant, il faudrait passer beaucoup de temps dans le cadre de l'enseignement qui est l'école primaire. Mais ces programmes ne donnaient pas assez de temps pour les stages. Donc, il y a eu une étude sur la rationalisation des humanités pédagogiques et cette étude-là a permis d'avoir des discussions ouvertes avec les élèves, donc des humanités pédagogiques, les élèves futurs enseignants, leurs enseignants. On a posé des questions sur comment est-ce qu'ils pensent leurs stages, comment est-ce qu'ils pensent les programmes, est-ce qu'ils ont assez de temps, est-ce qu'ils sont assez formés pour prendre en charge les élèves. Alors, ils ont dit clairement qu'ils n'ont pas assez de temps pour les stages, c'est ce qui a été dénoté. Et dès là, on a élaboré les nouveaux programmes, donc les programmes transitoires des humanités pédagogiques rénovés, qui accordent plus de temps aux stages. Mais ces programmes à 3 têtes, si je peux les dire ainsi. Donc, il y a des compétences disciplinaires, parce que ces élèves-là doivent suivre leur cursus normalement, développer des compétences disciplinaires.
La deuxième tête, c'est les compétences professionnelles, donc en lien avec les stages. Et puis la troisième tête, ce sont les compétences transversales. Parce qu'il y avait quand même une certaine adéquation entre ce qui s'est fait aux humanités, donc dans la formation initiale, et ce que l'élève trouve lorsqu'il est professionnel en termes des innovations pédagogiques. Donc il y a cette partie-là des compétences transversales qui fait une emphase sur les genres. Donc la première thématique, c'est les genres, la prise en compte du genre. Et puis la deuxième thématique essentielle, c'est l'inclusion. Et la troisième thématique, c'est les TIC. Et les derniers, c'est l'environnement, la protection. Alors, on sent qu'il y a quand même plusieurs implications lorsqu'on suit les schémas que vous nous faites tout à l'heure. Mais est-ce que ça ne va pas alourdir un tout petit peu déjà le système qui existe? Hier, c'était un peu plus facile de se lancer et embrasser les humanités pédagogiques avec l'ancien système. Aujourd'hui, j'utilise vos mots, on parle rénovation, une nouvelle façon de faire. Mais est-ce que ça n'alourdit pas un tout petit peu ce qui était déjà fait? Je pense que ça n'alourdit pas, mais ça complète ce qui est fait. C'est une forme de complémentarité. Dans ce qui est fait, il y avait déjà cette partie-là disciplinaire. Donc, ce qui est important pour tout élève, d'avoir des compétences disciplinaires liées à sa filière. Mais bien évidemment, comme on l'a dit, les humanités pédagogiques préparent à une profession. Et la profession, c'est la profession enseignante. Il faudrait que ces élèves-là soient équipés pour être enseignants. Donc, c'est là où on renforce. Ce n'est pas que le stage n'existait pas, mais il faudrait un renforcement. Et ces renforcements-là s'étendent sur 4 années, qui avant étaient sur une année vers la fin. Donc, il y a plusieurs types de stages. Il y a les stages de socialisation. Il doit comprendre l'école. Il doit comprendre comment l'école fonctionne. Et pour faire les liens avec les compétences, dans cette compréhension, dans cette socialisation-là, il ne se socialise pas seulement dans l'école, si je peux le dire ainsi, l'école formelle, mais il y a aussi l'école spéciale, parce que cet enseignant-là qui est formé, il n'est pas formé pour le type d'école formelle, mais il est formé pour les systèmes. Ce sont les enseignants qu'on forme pour injecter dans les systèmes qui est hétérogène. Quand je dis hétérogène, c'est plusieurs types d'élèves, donc il faut le prendre en compte. Alors si cet élève-là n'est pas préparé dans sa formation initiale, il ne saura pas faire face dans sa profession et faire face à l'hétérogénéité qu'il y a dans notre système. Très bien. Alors, Madame Doua, la stratégie sectorielle de l'éducation 2016-2025, relayée d'ailleurs par le plan quinquennal de l'éducation 2026, je crois 2029, prévoit un pilier important, la qualité. Est-ce que cette façon de faire corrobore avec la démarche d'aboutir à une bonne qualité? Totalement. Hein. Donc vraiment, la qualité de l'enseignement ne peut passer que par la qualité des enseignants. On aura beau avoir les meilleurs programmes, on aura beau avoir le meilleur matériel. Je ne dis pas que toutes les écoles ont le meilleur matériel, mais même si on équipait toutes les écoles avec le meilleur matériel, avec les meilleurs programmes, on n'aura quand même pas une amélioration de la qualité tant que l'enseignant lui-même n'est pas renforcé. Donc en fait, l'enseignant, c'est même le pilier central de la qualité de l'enseignement. Donc c'est vraiment pour ça qu'on met une emphase sur et la formation initiale et aussi la formation continue, parce que ici nous renforçons la formation initiale à travers ce programme, mais pour tous ceux qui sont déjà sur le terrain, qui ont aussi besoin d'un renforcement, nous y pensons aussi. Donc c'est vraiment les deux axes, la formation initiale et la formation continue, puisque l'enseignant est au cœur de l'amélioration de la qualité. Nous avons suivi quand même certaines études au niveau du ministère qui aboutissent à une sorte de recommandation, je paraphrase, rendre attrayant le métier enseignant. Pensez-vous qu'en renforçant, en rénovant un tout petit peu avec tout ce que Madame venait de dire, Madame Betty, vous rendez attrayant le métier enseignant? Oui, parce qu'on le professionnalise. Déjà, donc le fait de le valoriser par un renforcement de compétences, donc on est en train de dire que nous, ce que nous mettons sur le terrain, ce sont des personnes formées, compétentes, parce qu'un enseignant, c'est plus qu'un détenteur de savoir. C'est vraiment une personne qui va construire au jour le jour des compétences avec ses élèves. Et puis, on est en 2025, donc on est aussi à l'ère des intelligences artificielles et du numérique. Donc, il faut que nous puissions aussi équiper nos enseignants pour les rendre compétitifs sur ce terrain-là et qu'ils soient capables de jongler avec les compétences du 21e siècle. Donc, c'est leur offrir un renforcement, les
les équiper pour qu'ils correspondent aux besoins du 21e siècle. Donc, en faisant tout ça, on valorise effectivement le métier. Et puis, alors, le diplôme ne sera que plus renforcé. Mais comme Betty le disait, c'est un programme transitoire. Donc, l'objectif est de passer à une formation d'autant plus longue, mais donc d'autant plus complète. Ça, c'est pour la suite. On vous entend parler, on sait lire entre les lignes et voir qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Je vais essayer de comprendre. Et sous votre regard, aujourd'hui, il y a un nombre important d'enseignants qui existent déjà avec l'ancien système et la réforme prévoit renouveler les choses, apporter plus, compléter, comme Madame Betty venait de le dire. Qu'est-ce que vous faites des anciens, je parle des enseignants, qui sont passés par l'ancienne marmite, il faut le dire ainsi, Oui. le premier moule, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, on les garde et on les renforce. Donc, on doit commencer quelque chose. Pas seulement pour le nouveau, c'est-à-dire la formation, la réforme concerne tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Effectivement, mais donc pour la formation initiale, on ne peut parler de formation initiale que pour ceux qui ne sont pas encore formés, ceux qui commencent et qui envisagent de devenir enseignants. Donc ça, c'est le programme Les Humanités pédagogiques rénové avec plus de stages, avec plus de temps sur le terrain. Ça, c'est pour les nouveaux. Entre-temps, les anciens pour ceux qui sont déjà diplômés, pour ceux qui sont déjà sur le terrain, il y a toute une stratégie qu'on a mis en place, une politique de la formation continue des enseignants. Donc, on pense aux nouveaux, mais on pense aussi à ceux qui sont sur le terrain. Adapté à la nouvelle réforme. Adapté à la nouvelle réforme, avec aussi comme objectif de leur donner de les monter en compétences sur les matières du numérique, de l'intelligence artificielle, mais de l'esprit critique aussi, voilà, des techniques d'enseignement. Parce que comme Betty le disait, nous avons un pays très hétérogène. Toutes les réalités ne sont pas les mêmes. Tous les enseignants n'ont pas le même nombre d'étudiants face à eux dans leur classe. Donc l'idée, c'est de diversifier aussi leur approche, leur perspective, leur méthode d'enseignement et d'évaluation aussi. Puisque je suis aussi chargée des évaluations. Nous travaillons aussi sur la manière d'évaluer. On ne peut plus évaluer complètement de la même manière. Je parle surtout pour les zones où les élèves ont accès à leur téléphone. On parle constamment de ChatGPT, par exemple. Voilà, on ne peut plus évaluer de la même manière. On doit penser aux questions qu'on peut poser pour faire réfléchir l'élève, sachant les outils dont il dispose à la maison. Donc, quand on donne des devoirs, il faut penser les devoirs pour que ce ne soit pas juste du copier-coller, mais qu'il y ait une réflexion derrière en utilisant les opportunités du 21e siècle, le numérique et les intelligences artificielles, mais les utiliser comme tremplin et non pas comme outil. Je vais quand même rester sur vous. C'est très important ce que vous dites et je vais vous prendre sous cette casquette, conseillère en charge d'évaluation également. Oui. Et nous évaluer un tout petit peu. Depuis que les réformes ont commencé dans le sens de remettre à niveau les enseignants. Quel feedback vous avez aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que, j'ai reformulé ma question autrement, ces enseignants font déjà la fierté, ont pu intégrer toutes ces formations à leur disposition et quel impact vous avez? Bon, alors, pour les humanités pédagogiques rénovées, on vient de les lancer. Non, je parle plutôt des autres. Et pour ceux qui sont sur le terrain, il faut le reconnaître, il y a une forme d'inquiétude pour tout ce qui est maîtrise des nouvelles technologies. Ils sont très inquiets de comment est-ce qu'ils vont s'en sortir justement à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle avec des élèves qui parfois maîtrisent mieux certains outils qu'eux-mêmes. Donc il y a une certaine forme d'inquiétude. Et j'ai envie de dire, c'est totalement normal. Et ça, c'est pas propre, j'ai envie de dire, aux enseignants de la République démocratique du Congo. C'est une inquiétude qui monte un petit peu partout. Et le ministère est là justement pour dire, vous faites bien d'avoir ces inquiétudes, elles sont totalement légitimes. Mais venez, on va justement réfléchir, on va mettre en place des formations pour que vous ne vous sentiez pas dépassé. Donc l'idée, c'est vraiment d'appuyer tout le monde du niveau là où ils sont. Chacun a des niveaux différents. Tous les enseignants n'ont pas suivi le même nombre de formations parce que la formation continue, ce n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis toujours. L'inspection générale fait un travail extraordinaire. Notre Cernafor aussi.
aussi, on a un service dédié à la formation continue. Donc, ces formations existent depuis toujours. Et donc, l'idée, c'est de dire, elles seront adaptées. Ces formations-là aussi, elles seront adaptées pour pallier à vos inquiétudes. Vous avez exprimé, parce qu'on part du terrain, hein, les profs expriment qu'ils ont un besoin et nous, on met en place des formations pour répondre aux besoins du terrain. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Alors, avant de revenir à vous, Madame Betty, je reste sur Madame Dora. Il y a quand même un élément important. Vous parlez des formations qui existaient bien avant. Mais cette fois-ci, ce sont des formations qui impliquent les nouvelles technologies. Oui. Et d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, pour ne pas parler du ministre, insiste beaucoup plus sur la maîtrise de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, face à cette réalité, vous insistez que les enseignants ou l'administration se lancent vers la technologie. Oui. Comment vous faites et quelle sera votre stratégie pour couvrir les déficits qui s'observent sur l'ensemble du territoire national? Je parle beaucoup plus de provinces où il y a de vrais problèmes. Est-ce, je le dis autrement, est-ce pas une réforme difficile et impossible? Alors, il n'y a aucune réforme facile. Et le changement implique toujours des résistances. Et puis, elle fait aussi apparaître les difficultés de terrain. Mais on aime les challenges dans notre ministère. Et pour le coup, la ministre tient à cœur deux choses aussi. C'est la maîtrise, effectivement, des compétences du XXIe siècle. Le numérique n'en est qu'une d'entre elles, mais l'esprit critique est très important aussi. Et puis l'équité, l'accès aussi. On voudrait promouvoir aussi, on voudrait qu'il y ait plus d'enseignantes, parce qu'on pense que ça va aussi jouer dans la qualité de l'enseignement. Avoir un corps enseignant plus diversifié, avoir un corps enseignant qui monte en compétences. On pense que les deux ensemble vont effectivement pouvoir améliorer la qualité. Alors, nous pensons aux zones citadines, donc en ville, effectivement, et puis en zone rurale, il y a effectivement d'autres défis. Il y a des défis rien que d'accès à l'électricité et à la connectivité. Ça, ce sont des défis, je veux dire, en dehors de l'éducation, qui sont réels. Il y a des zones qui restent très difficiles, non seulement d'accès, même les routes, pour atteindre certaines écoles. Parfois, nos inspecteurs ont beaucoup de mal à devoir se déplacer jusqu'à certaines écoles, tellement elles sont inaccessibles juste par la route. Et puis, elles sont inaccessibles, elles sont un peu en zone de désert, de connectivité. Donc, tout ça, ce sont des défis. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas travailler tout seuls dans notre ministère à faire nos réformes. Nos réformes s'articulent avec des partenaires, que ce soit techniques, financiers, avec des privés, parce que forcément, s'il y a une entreprise qui veut amener la connectivité, amener la connexion Internet, améliorer l'accès des routes, forcément, ça va influer sur nous qui nous occupons de l'école. Donc nous ne pouvons pas, c'est pas une réforme où nous sommes tout seuls. Nous devons réfléchir en synergie avec les autres ministères. Donc c'est un vrai travail d'équipe pour que les défis du terrain, c'est-à-dire la connectivité, l'accès, soient résolus pour que nos écoles puissent aussi avoir accès à toutes les opportunités du XXIe siècle. Mais on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre que ces zones-là soient connectées pour agir. Donc nous pensons aussi à elles, nous pensons aussi à ces enseignants. Et donc c'est pour ça que le numérique n'est qu'une composante parmi d'autres, mais nous voulons vraiment monter en compétence les enseignants dans leur manière d'enseigner, dans leur méthodologie, dans leur perspective, dans leur manière de faire construire les compétences chez les étudiants. Et ça ne demande pas une connectivité particulière. Donc il y a le numérique, mais il y a surtout l'esprit critique et puis il y a l'équité. On voudrait que tout le monde monte en compétences, qu'il y ait plus de femmes, particulièrement dans les zones rurales, pour que ce soit plus diversifié, plus équilibré. Et donc comme ça, même dans les zones où il y a des défis de connectivité que nous ne pourrons pas régler tout seuls, on les soutient quand même. Très bien, on va quand même revenir sur cette équité, avec notamment l'implication de plus de femmes enseignantes. Oui. On en parlera. Madame, revenons pour parler du projet efficace. Aujourd'hui, on doit le dire, et même on le constate, ce projet se comporte comme tout autre projet dans la mise en œuvre. Il y a des provinces pilotes, des provinces du projet. Ici, le besoin, il est général. Avoir des humanités pédagogiques rénovées, c'est tout ce que la RDC désire. Alors, parlez-nous un tout petit peu de ce qui a été prévu par le projet. Quelles sont les provinces bénéficiaires jusque-là et qui sont concernées?
Alors, par rapport aux provinces, le projet couvre 4 provinces, 5 provinces. Tellement. Oui, c'est la phase expérimentale pour commencer. Donc, il y a le Congo central, il y a Kwilu, il y a Tanganyika, il y a Kassai et il y a Équateur. Alors, de manière plus spécifique, dans les provinces, nous couvrons 4 humanités pédagogiques et 4 écoles d'expérimentation. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces 5 provinces? Vous pouvez dire pourquoi pas Mbandaka, pourquoi pas, ben voilà, pourquoi Kwilu, pourquoi... Y a-t-il eu des critères d'éligibilité derrière? Oui, il y a eu plusieurs critères qui ont d'abord motivé le choix de ces provinces-là et plus particulièrement le choix de ces écoles des humanités pédagogiques rénovées. Donc, on a élaboré plusieurs critères. Il y a eu des critères, je dirais, sociaux. Il y a eu des critères pédagogiques, parce qu'il s'agit d'agir dans les écoles. Et puis, il y a eu des critères administratifs et d'autres critères liés vraiment à la vie de la communauté. Qu'est-ce qui est exactement fait de manière pratique? De manière pratique. Au-delà de ce que Mme Dora a expliqué ici, j'aime le petit schéma, mais pour ceux qui nous suivent de manière pratique, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Alors, ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler avec les écoles. Les écoles ont été sélectionnées. Il y a eu la formation de plus de 400 personnes, donc de personnes ressources, entre autres, les enseignants, les inspecteurs, les conseillers d'enseignement. Il y a eu notamment plusieurs activités préalables pour vraiment commencer la mise en œuvre. Il fallait une étude sur les conditions. Parce qu'on parle des unités pédagogiques, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on devrait entrer à profondeur pour voir quelles sont les conditions nécessaires pour que ces projets dont vous parlez, les projets efficaces, soient mis de manière très efficace et efficiente. Très bien. Donc, il y a eu cette étude-là qui nous a donné plusieurs conditions relatives au recrutement d'abord des élèves futurs enseignants, des conditions relatives à l'utilisation du programme, des conditions relatives à l'administration et à l'organisation des humanités. Et après cela, il y a eu l'élaboration des outils parce que pour agir, il faut des outils appropriés liés à tous les objectifs que nous avons. Il y a eu l'élaboration des outils et vous avez élaboré des outils, mais il faut une formation. Outils de quelle nature? Il y a eu les guides des enseignants, les manuels. Donc, il y a eu des outils pédagogiques et des outils administratifs. Donc, les manuels de procédure, les cahiers des charges et les outils pédagogiques, il y a les guides, il y a le module de formation. Et bien avant, il y a eu déjà des travaux qui ont été menés par la Task Force. Est-ce que l'élaboration de ces outils, on va y aller comme ça, désolé, un ping-pong. Pas de souci, allez-y. L'élaboration de ces outils tient compte de la réforme sur l'enseignement en langue nationale. Bien sûr, je voulais y arriver déjà à la base. Si vous regardez les programmes de la formation initiale des enseignants dans d'autres pays, même les référentiels, il y a des compétences, c'est généralement 3 compétences ou 4. Mais chez nous, il y a 5 compétences. Et la compétence qui est en rajout, c'est la compétence sur les langues. Parce que comme je l'ai dit, on a un système très hétérogène et linguistiquement très hétérogène. Donc, on a vraiment travaillé sur cette compétence-là où l'enseignant, l'élève futur enseignant, doit apprendre les langues, pouvant lui permettre d'aller enseigner dans n'importe quelle zone linguistique, parce que nous en avons 4. Donc, s'il est dans la zone linguistique Chiluba, il a appris et il va faire face. Donc, c'est vraiment une réforme qui a pris en compte les systèmes dans sa diversité et dans ses variétés. Très bien. Alors, je sais que les gens sont très souvent mal à l'aise lorsqu'il faut parler des chiffres. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. En tout cas, combien exactement le projet injecte pour cette réforme et comment se fera la répartition de cette enveloppe en termes d'activités menées sur le terrain? Alors, pour la réforme, en fait, les projets, il y a eu, le financement, c'est du GPE. Et c'est un financement qui a 2 programmes. Donc, il y a le programme PEQIP, que je parle, les programmes PEQIP et les programmes efficaces. Et pour efficace, il y a plusieurs maîtrises d'ouvrage qui ont réparti une enveloppe qui tourne autour des 60 millions. Et puis, il y a 4 maîtrises d'ouvrage. Donc, il y a l'AFD, il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF et il y a aussi la partie gouvernementale qui gère ces projets. Très bien. Alors, Madame Dora, vous êtes aux côtés du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Je ne veux pas la citer en tout cas. Vous êtes dans le cabinet du ministère d'État, ministère de l'Éducation nationale. Oui. Vous avez sûrement fait une sorte d'autopsie de problèmes qui gangrènent le sous-secteur de l'éducation nationale. Vous connaissez les priorités. Oui. Pensez-vous
que c'était nécessaire affecter autant d'argent pour ça, en termes de priorité? Ah mais écoutez, nous sommes le ministère de l'Éducation nationale. Si notre priorité, ce ne sont pas nos enseignants, alors je ne sais pas quelle pourrait être une priorité plus grande que de prendre soin de nos enseignants. Et puis nous écoutons aussi leur doléances, nous voyons bien ce qui se passe sur le terrain, et on s'est dit, ok, c'est un problème qui peut avoir plusieurs entrées. Nous avons choisi l'entrée, on va monter en compétence nos enseignants. Mais ça, c'est vrai pour nos enseignants, mais ce qui est vrai pour nos enseignants est vrai au sein du ministère. Parce que ne nous voilons pas la face, nous sommes dans un ministère, ça veut dire que nous n'allons pas rester, nous n'allons pas faire carrière à ce poste-là. C'est transitoire, c'est temporaire. Par contre, ceux qui vont rester, c'est notre administration. Donc, si nous voulons que le système de renforcement et de valorisation de nos enseignants persiste après nous, nous devons d'abord renforcer aussi notre administration. Donc si nous voulons qu'à long terme, on puisse prendre soin de nos enseignants, parce qu'on ne va pas pouvoir régler tous les problèmes sous notre mandat, mais en tout cas, notre objectif est de mettre des rails pour que même les suivants puissent continuer plus facilement ce travail de valorisation et de prise de soin. Nous voulons prendre soin de nos enseignants. Mais donc, on le fait sur le terrain à travers des programmes comme Efficace, et puis on le fait aussi au ministère. Nous formons aussi notre administration pour qu'elle puisse, elle aussi, monter en compétences, pour qu'elle puisse, elle aussi, maîtriser les outils du 21e siècle, pour qu'elle puisse, elle aussi, être plus efficace, pour le coup, pour prendre soin de nos enseignants. On voudrait vraiment créer un esprit d'équipe, montrer que nous sommes, c'est pas les enseignants tout seuls sur le terrain et puis nous tout là-haut dans notre tour. Le cabinet, l'administratif, le secrétariat général, l'inspection générale, c'est toute une machinerie qui a été mise en place pour précisément prendre soin des enseignants, des élèves et de l'école. Donc c'est tout le système qui doit être éveillé, qui doit réaliser que nous ne sommes qu'une seule et même équipe et que nous ne pouvons y arriver que si nous travaillons dans cet intérêt-là, pour l'intérêt du terrain, c'est-à-dire pour l'intérêt de l'élève. Nous voulons qu'à la fin de notre mandat, il y ait une différence pour l'élève qui est sur le terrain et que ça puisse continuer comme ça parce que l'administration aura été, elle aussi, renforcée. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Nous ne sommes qu'une seule équipe. Pour que le terrain soit renforcé, il faut que toute la machinerie soit renforcée et que nous travaillons pour le bien commun. Très bien. Alors, on va revenir avec une question, vite fait. Vous avez parlé du projet qui a déjà fait son premier pas. Vous êtes déjà en pleine phase opérationnelle, d'opérationnalisation de ce projet dans toutes les 5 provinces. Pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qui est déjà fait exactement? Alors, avec précision, oui. Ok, avec précision. Ok, avec précision. Ouais. Alors, ce qui est déjà fait, c'est la formation des enseignants, la distribution des outils pour les enseignants et les lancements officiels des HPR. Donc, on peut dire à ces jours que si vous allez dans ces provinces-là, dans les classes des premières années, vous allez bel et bien trouver les enseignants de la première année pédagogie rénovée. Donc, c'est écrit première année HPR. Non, ce sont les anciens enseignants. Ah, les anciens, oui. Voilà, oui. Mais avec les élèves qui sont venus pour la première année. Ah, ok. Voilà. Donc, ce qui est fait, les humanités pédagogiques rénovées sont opérationnelles. Très bien. Alors, une question qui va nous ramener vers une autre casquette de vous, madame. Vous parlez rénovation, vous parlez innovation, il y a tout ça, les réformes. On en compte quelques-unes depuis que vous êtes avec ce nouveau mandat, cette nouvelle mandature de Mme Raissa Malou. On a vu, vous avez vu plus au front mettre assez de pompes pour que les choses soient changées en bien. Et on a eu quand même des réformes qui ont était à la base des polémiques. Il y a notamment, j'y reviens vite fait, vous allez me donner des précisions, la réforme, une instruction d'ailleurs, prise par le secrétaire général, qui demandait aux écoles de ne pas renvoyer les femmes enceintes. Instruction très mal comprise. Nous avons la chance de vous avoir, vous êtes femme en même temps, on l'a constaté, mais aussi l'une de proches collaboratrices de la Mineta. Quelle était l'idée du départ derrière cette instruction?
Elle n'est pas si nouvelle hein, comme réforme, c'était déjà dans la loi. Ici, ce que nous avons fait, c'est le couler dans une circulaire pour que ce soit bien clair et le remettre au goût du jour. Mais tous les élèves en âge scolaire doivent pouvoir avoir accès à l'école. Ça, c'est un droit. Aller à l'école, oui, peu importe le résultat, aller à l'école est un droit. Le droit à l'instruction est un droit qu'on ne peut pas enlever. C'est criminel, en fait, d'enlever ce droit à des enfants. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour que tous les enfants, en âge scolaire en tout cas, puissent avoir accès à l'instruction. Et donc, empêcher les filles, et encore, il n'y a que les filles à qui ça peut arriver, donc c'est doublement discriminatoire. Empêcher les filles qui sont en âge scolaire, les empêcher d'aller à l'école, c'est déjà un crime. Mais en plus, les discriminer parce qu'elles sont enceintes, et effectivement, il n'y a que les femmes qui peuvent tomber enceintes jusqu'à preuve du contraire, donc ça veut dire que c'est une discrimination qui ne va à l'encontre que d'un seul genre, les filles. Donc c'est doublement criminel, j'ai envie de dire, c'est doublement discriminatoire. Ouais. Or, on a parlé d'équité, on a parlé d'inclusion, donc c'est certainement pas quelque chose qui va dans le sens du bien commun, dont on parlait justement que d'écarter ces filles de l'école. Et en plus, son Excellence Madame la Ministre l'avait précisé aussi dans son point de presse, c'est un problème systémique. Donc ça ne veut pas dire que ce sont juste des filles un petit peu distraites, un petit peu frivoles, qui ont envie de danser plus vite que la musique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a un problème plus sombre, plus profond, plus systémique. Il y a partout, et ce n'est pas propre au Congo, c'est ça que j'essaie de dire. Il y a partout dans le monde des filles mineures qui tombent enceintes, et c'est le fait, bien malheureusement, d'un viol. Les filles qui tombent enceintes parce qu'elles ont été mises enceintes par un partenaire de leur âge sont des faits très mineurs. Donc ce sont souvent des gens plus âgés qui les mettent enceintes, alors que nous connaissons quand même que dans notre culture, il y a ce respect des aînés, ce respect des hommes qui est très bien. Mais voilà, elles sont mineures, ce sont des filles, on les éduque, on les apprend à respecter les personnes plus âgées, à respecter les hommes, et c'est très bien, et elles le font. Donc parfois, elles sont juste abusées. Et elles ne comprennent pas. Donc c'est un triple choc pour elles. Parfois, elles sont complètement victimes, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Certaines filles qui se découvrent enceintes, c'est d'abord un choc. Et ensuite, elles montrent qu'elles veulent continuer l'école. On les renvoie, double choc. Aussi en famille, elles sont parfois maltraitées, triple choc. Donc vraiment, il n'y a aucun endroit. On évolue. On évolue. Ces filles sont défendues. Il y a une série de réformes qui ont quand même fait couler assez d'encre de salive. Oui. On parle également de cet accent avec la politique de Madame Raïssa Malou, cet accent mis sur la femme. Oui. Il faut à tout prix la femme, faire participer la femme, l'équité, il faut la femme. Et plus loin, elle intègre même la réforme de la révalorisation du métier avec un pourcentage plus accordé aux femmes, les enseignantes. Il faut plus les femmes. Qu'est-ce qui motive, je me permets de dire cette supercherie, cette dépendance, ce penchant pour la femme aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale? Les statistiques, toutes les études dans tous les domaines montrent que, de manière générale, de toute façon, les équipes mixtes, plus elles sont mixtes, plus elles sont diversifiées, plus les résultats sont bons. Donc, en fait, on se tire une balle dans le pied. La femme n'a pas suffisamment fait ses preuves selon certaines études. Ah bon, lesquelles? En tout cas, on ne va pas les citer ici, mais très souvent on dit, je ne veux pas rentrer dans la phrase très déplacée qui dit la femme elle est bonne pour la cuisine, mais beaucoup attestent que les femmes ont laissé les hommes beaucoup plus prendre de l'espace. Et ça, c'est une réalité. Alors pourquoi ce retour à la centralisation de choses autour de la femme, tenant compte bien sûr de cette réalité? Ok, d'accord. On peut voir le problème dans l'autre sens. Est-ce que les femmes ont envie de prendre plus de place? Et à cette question, la réponse est oui. Donc,
puisqu'on a statistiquement toutes les études qui nous prouvent que les équipes, plus elles sont mixtes, plus elles sont diversifiées, plus ça marche, mais c'est pas magique. C'est tout simplement parce que les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes vécus, n'ont pas les mêmes perspectives, n'ont pas les mêmes défis au quotidien. Donc forcément, les femmes vont apporter une perspective qui va compléter la perspective de l'homme. Donc avoir une équipe qui n'est composée que d'hommes, on va forcément manquer une perspective puisque nous n'avons pas la même expérience. Quand je marche dans la rue, je ne vais pas avoir la même expérience que vous, en fonction de comment je suis habillée, en fonction de comment je marche, en fonction de où je suis, je ne vais pas avoir la même expérience que vous. Et ça, c'est pas votre faute, c'est pas la mienne, c'est juste parce que j'incarne, je suis dans le corps d'une femme, vous êtes dans le corps d'un homme. Donc forcément, je vais voir la vie autrement, je vais expérimenter d'autres défis. Et donc quand il s'agit justement d'innovation, quand il s'agit d'éducation, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied, comme je disais tout à l'heure, de manquer cette perspective. Est-ce que cette révalorisation de la femme s'adapte aux réalités socioculturelles du pays? Ah oui, oui, oui. Et sincèrement, la culture est mouvante. Hein, donc, ça dépend à partir de quand est-ce qu'on prend la culture. Il y a la culture telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais qui est très influencée par notre histoire, c'est-à-dire avec la colonisation, avec le christianisme. Les systèmes sociaux que nous avons eus au Congo n'ont pas toujours été ceux d'aujourd'hui. Ça a évolué. Il y a des ethnies qui n'avaient absolument pas ce système-ci, où l'homme était toujours au-dessus. Il y a d'autres systèmes. Le pays est très riche en histoire de systèmes sociaux, de construction familiale. On a été très diversifiés. C'est vrai qu'avec notre histoire, les choses se sont un peu unifiées, mais les religions ont beaucoup joué dans cette uniformisation-là. Pas que les religions sont mauvaises, pas du tout. Au contraire, elles apportent une foi et des valeurs, et c'est très bien, mais pour vous dire que quand on parle de culture, il faut définir de quoi on parle. Quand on parle de notre culture telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas vrai que ça a toujours été celle de... On a comme l'impression qu'il s'observe un forcing, puisqu'au fait la société crée un tout petit peu une barrière. Je parle de la société congolaise. On sait comment est traitée la femme dans la société congolaise, voire une politique qui vient revaloriser la femme en lui donnant encore plus de pouvoir dans sa façon d'agir, dans les actions à mener. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu un forcing que fait le ministère de l'Éducation nationale, notamment quand on parle des recrutements des femmes, révalorisation du métier et tout? Non, je ne pense pas qu'il y ait un forcing. Par contre, il y a une résistance, c'est sûr. Mais comme pour toutes les réformes, comme pour toutes les innovations, il y a toujours d'abord une résistance. Parce que changer, ça implique une remise en question. Et se remettre en question, ça veut dire s'asseoir, faire face aussi à son propre ego. Il faut avoir de l'ego, c'est très bien. Mais un changement, ça veut dire je regarde mon ego et puis j'accepte de négocier avec lui ce qui est acceptable pour moi, ce que je peux faire évoluer ou ce que je veux surtout pas faire évoluer et garder. Encore une fois, ce n'est pas propre au Congo. Mais l'objectif n'est pas de rentrer dans une guerre des sexes. Ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait éviter. Ce n'est pas le propos. L'idée n'est pas de dire les hommes oppriment constamment les pauvres femmes victimes. On voudrait sortir un petit peu de ce discours et de dire, écoutez, pour que ça se passe bien, tous les facteurs, tous les paramètres et toutes les analyses le démontrent, plus la femme est valorisée, c'est-à-dire plus elle est instruite, tout simplement, rien que ça. Plus une femme est instruite dans le foyer, ça influence directement le degré de pauvreté qu'il y aura dans cette famille. Donc moins une femme est instruite, plus on a de chances de garder la famille pauvre, concrètement. Donc la question est, est-ce qu'on veut garder nos familles pauvres? Est-ce qu'on veut garder notre pays dans l'état dans lequel il est? Si la réponse est oui, ne changeons rien. Si nous voulons faire évoluer, la question d'après, c'est quels sont les chemins? Qu'est-ce que nous avons comme option pour faire évoluer ça, pour briser les cycles de pauvreté? Eh bien, un des chemins les plus efficaces, que vous me croirez ou non, un des chemins les plus efficaces, c'est d'augmenter l'instruction de la femme et de les retrouver dans tous les cercles de leadership. Donc, on a besoin non seulement de plus de femmes dans le secteur, j'ai envie de dire dans les métiers publics, mais on a besoin d'elles en plus dans les positions de leadership. Et plus on augmente ça, plus on augmente les chances de faire évoluer nos sociétés dans plus de confort, dans plus de développement. Mais ça, c'est nous qui définissons le développement. Mais en tout cas, si on veut que les choses changent de manière positive, un des chemins les plus efficaces, selon toutes les études en tout cas que je connaisse, c'est de renforcer les femmes, de leur donner
plus de place pour toutes celles qui le désirent. En tout cas, toutes celles qui, c'est comme les femmes enceintes qui désirent, si elles expriment le besoin de continuer leurs études, qui sommes-nous en tant que société pour dire non, c'est mieux pour toi et pour le reste de la planète que tu ne bouges pas? Très bien. Alors, autre réforme qui a créé à cette polémique, e-diplôme. Pourquoi e-diplôme? On a l'habitude de... Ça se passe déjà bien. Ça se passait bien. Aujourd'hui, la réforme arrive. Mais la réforme apporte quand même du nouveau, oui, mais également une dimension appréciable par rapport à hier. Oui. Quel est le nouveau et quel sera l'impact direct des diplômes comme réforme? Bon, alors, jusqu'ici, ça se passait bien, c'est vrai, mais on avait quand même des problèmes de fiabilité, tout simplement, de nos diplômes. On avait parfois, quand nos enfants partent à l'international ou même parfois localement, ils avaient du mal à obtenir une inscription parce qu'on remettait en doute la validité, l'authenticité de nos diplômes. Et donc, à travers ça, on perdait finalement nos lettres de noblesse en tant que système éducatif parce qu'à l'étranger, même nos diplômes d'État avaient du mal à être reconnus et parfois les systèmes universitaires avaient du mal à vérifier l'authenticité de nos diplômes. Donc, ce qu'il change maintenant, c'est cette fiabilité. Nous voulons retrouver nos lettres de noblesse en tant que système éducatif et donc la numérisation des diplômes permet cette vérification-là. Alors, je ne vais pas vous expliquer techniquement, il y a tout un système, on utilise des blockchains pour s'assurer de la sécurité, qu'on ne puisse pas falsifier, qu'il ne puisse pas y avoir deux diplômes pour le même élève, qu'il ne puisse pas avoir un diplôme pour un élève décédé entre-temps, enfin des choses comme ça. Toute la chaîne est vérifiée et puis ça permet aussi aux universités, parce que l'idée quand on a un diplôme d'État, soit on va directement travailler, soit on continue ses études. Et donc si on veut obtenir une inscription dans un institut supérieur, l'institut supérieur, où qu'il soit, n'importe où au Congo ou n'importe où ailleurs sur la planète, peut, à travers notre plateforme diplôme.cd, avoir accès aux données de l'élève et de vérifier effectivement si son diplôme a été émis, s'il est dans la base de données, s'il est dans le système. Alors il y a un QR code qu'il suffit de scanner pour avoir effectivement la vérification, si ce diplôme est effectivement bon, vérifier s'il a respecté toute la chaîne. Et donc en termes de, ok, si ça se passait déjà bien, ça veut dire que là ça va se passer merveilleusement bien. Et il n'y aura plus de perte de temps à essayer de récupérer son diplôme. Vous allez numériser tous les diplômes, même ceux des années antérieures? Oui. Donc, pour le moment, on n'a que les diplômes de cette cohorte, 2024-2025. Mais en ce moment, même, l'inspection générale est en train de travailler fort. Vraiment, l'inspection générale est à féliciter. Elle fait un travail extraordinaire. Avec l'inspecteur général, qu'on salue en passant. Voilà, qu'on salue en passant. Oui. Qui fait un excellent travail. Et donc, leur mission, là, maintenant, c'est de numériser tous les diplômes, donc année par année. On va aller du plus récent au plus ancien. Donc, ceux qui ont obtenu leur diplôme en 1988, il faudra attendre un peu. Quoi. Ils doivent patienter. Alors, je vais finir avec vous pour revenir et clôturer cette émission, parce qu'on parle beaucoup plus d'efficace, qui déjà démontre son efficacité. On va y aller avec la réforme sur l'enseignement à distance. Madame Dora. Oui. Je me pose la question, et je vous la pose en même temps. Le Congo, aujourd'hui, connaît des difficultés. Vous voulez apporter une réforme, du nouveau, et vous parlez enseignement à distance. Comment vous allez vous y prendre pour des zones accès difficiles, par exemple? Et quelle a été votre motivation principale? Je parle du ministère, pour lancer une réforme qui demande beaucoup plus d'implication, beaucoup plus, et de moyens. Oui, bah alors je vais faire le lien avec le projet efficace de Betty ici. Donc ici, nous sommes en train de former des enseignants qui seront dans des classes en face d'élèves. Et donc déjà, nous voulons améliorer ça quand l'enseignant est face à ses élèves. Mais nous savons que malheureusement, à ce moment-ci où je vous parle, le Congo ne possède pas de suffisamment d'écoles, de suffisamment de structures scolaires que pour pouvoir accueillir tous les enfants en âge de scolarité. Donc, même si on mettait il y a déjà une loi, les élèves sont obligés d'aller à l'école, mais malheureusement, nous, État, nous n'avons pas assez d'infrastructures pour pouvoir
accueillir tout le monde. La gratuité, qui est une réforme salutaire, a permis justement de rassembler un maximum d'élèves et de pouvoir leur donner accès, en tout cas au niveau primaire. Donc ça, c'est vraiment une réforme salutaire que je salue, qui vient directement de la présidence. Mais maintenant, le défi suivant, c'est de se dire, OK, puisque nous savons ça, puisque nous savons que l'école ne peut pas atteindre l'entièreté de la population congolaise en âge d'aller à l'école, il va falloir trouver des alternatives, il va falloir penser l'école autrement. Et ça demande un exercice de pensée difficile, puisqu'on a toujours connu l'école dans un bâtiment avec un tableau, un prof, des bancs, et tout le monde est en présentiel. Donc il va falloir revoir cette perspective, puisque nous avons tout un tas d'étudiants, d'élèves qui, eux, ne pourront pas jamais avoir accès. Le temps qu'on construit suffisamment d'écoles, ils auront 3 fois fini, ils seront 3 fois l'âge d'avoir fini l'école. Donc, on veut pouvoir les atteindre. Donc, on sort de ce schéma prof, classe, présence. Pour les atteindre, il faut penser distance, dématérialisation. Donc, ce n'est pas forcément un enseignant qui sera en face d'un élève, mais on veut quand même que cet élève-là puisse avoir accès à l'instruction. Et ce système vous permet en même temps d'évaluer ses élèves après la formation. Tout à fait, puisque tout ce qu'on fait doit pouvoir être évalué pour pouvoir améliorer les choses de toute façon, mais enseignement à distance, ça veut pas dire que l'élève est complètement autonome. À distance, ça veut dire qu'il a accès à l'instruction sans devoir être en présentiel dans une classe. Vous avez des mécanismes de contrôle, de contraintes de contrôle de cet élève? Mais l'élève doit de toute façon s'inscrire, quoi qu'il arrive, dans une école en présentiel. L'inscription doit exister. Donc les provèdes, les IPP doivent connaître cet élève localement, là où il est. Maintenant, et puis il y a des conditions. On ne fait pas de l'éducation à distance. Si on a l'occasion d'aller à l'école, on va à l'école. Donc il y a certaines conditions, c'est vraiment si j'habite dans une zone reculée, s'il n'y a pas d'école à côté de moi, si je suis dans une situation qui ne me permet pas d'aller à l'école, si je suis alitée dans un hôpital, par exemple, je peux utiliser ce système-là. Mais donc, quoi qu'il arrive, il faut d'abord s'inscrire dans une école physique. On a accès à l'instruction via différents canaux. Ça peut être la télé, on va diffuser des programmes que l'on va programmer pour le coup, pour que c'est une suite logique, pour que tous ceux qui n'ont pas accès à l'école puissent quand même avoir accès à l'instruction à travers donc la télé, les programmes télé, à travers les programmes radio, puisque la radio reste quand même le moyen de télécommunication le plus accessible chez tout le monde. Si tout le monde n'a pas une radio, au moins on a un voisin qui en a un. Enfin, c'est toujours accessible. Et puis il y a les moyens connectés comme Internet. Là, c'est encore le plus facile. Nous aurons du contenu. Est-ce que le ministère a eu le temps de mûrir cette réforme avant de signer l'arrêté? Ah oui, tout à fait. Bon, ce qui est bien avec la ministre, c'est qu'elle n'a pas commencé à travailler dans l'éducation au moment de sa prise de fonction. Ça fait des années. Elle a toujours travaillé dans l'éducation. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont apparues de manière fortuite. De manière fortuite, parce qu'elle a accès à cette position. Non, ça fait des années qu'elle réfléchit à l'amélioration du système. Elle est scientifique elle-même, donc à la promotion de la culture scientifique au sein de la jeunesse congolaise. Donc ce ne sont pas des nouveaux combats. En fait, elle fait ce qu'elle sait faire et ce qu'elle fait depuis toujours. C'est juste qu'elle le fait depuis une position plus haute. Je pense que ceux qui nous suivent ont sûrement reçu la réponse du berger à la bergère. Alors, on va finir avec vous, Madame Betty. Beaucoup de projets sont taxés de déficit communicationnel. En tout cas, la plupart, en fin de projet, il y a toujours ces petits qualificatifs qui reviennent. Que fait Efficace pour ne pas tomber dans ce même qualificatif? Et au-delà de ça, vous avez dit qu'il y a déjà des choses qui se font sur le terrain. Et quelle sera la prochaine étape pour finir? Alors, la première question serait par rapport à la communication. Justement. Oui, par rapport à la communication fait partie, je dirais, des objectifs et des activités clés du projet. Communication et appropriation en même temps. Oui. Parce que beaucoup de projets font la communication au niveau de Kinshasa. Et l'appropriation, très souvent, quand on va en province, les gens ne maîtrisent pas, les bénéficiaires ne sont pas au courant même de l'intérêt que leur apporte le projet.
Et qu'est-ce que vous faites déjà pour Alors, comme je pallier le disais, problème? au niveau de la communication fait partie des objectifs et des activités clés du projet. Donc, il y a un processus très important sur la communication. Alors, par rapport à l'appropriation, on sait la clé de l'appropriation. Il y a une interface entre le niveau central, comme vous l'avez dit, et puis les niveaux locaux, donc écoles, communautés, autres. Ce sont les directeurs provinciaux. Déjà, nous, dans notre système, on a beaucoup d'acquis qu'on peut utiliser pour renforcer ces niveaux-là de communication et d'appropriation. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les directeurs provinciaux, nous travaillons directement avec les préfets d'études et d'écoles et on met en place un système de communication avec la communauté parce que c'est important pour la profession enseignante et parce que l'objectif n'est pas seulement d'appeler ou d'attirer les élèves dans la filière pédagogique, mais dans la profession. C'est ça l'objectif de la réforme. Parce que si on voit les chiffres par rapport à la filière, lorsqu'on a fait l'étude sur la rationalisation des humanités pédagogiques, il y avait 920 000 élèves aux humanités pédagogiques. Et par rapport au taux de réussite, c'est plus de 70%. Donc, on a une statistique récente. Bon, de pas trop loin. Donc, par rapport à l'attrait à la filière, on a plus de 30% d'élèves dans les humanités pédagogiques, plus de 30% d'élèves dans les systèmes, dans les humanités, de manière générale. Donc, pour dire que pour l'attrait à la filière, on a assez d'élèves. Mais les seuls défis que nous avons, ces élèves-là, lorsqu'ils finissent, ils embrassent la carrière enseignante. Donc, le message serait de garder ces élèves-là. La rétention, ce n'est pas la rétention, oui, autant au niveau de la filière, mais la rétention pour la profession. Et vraiment, c'est ces messages-là qu'il faut véhiculer au travers de la communauté, parce que la communauté, si la communauté porte au travers les parents, les associations, nous aurons des effets. Après, maintenant, c'est l'élève aussi, l'élève lui-même, c'est vraiment une politique de responsabilisation et de préparation à la profession. C'est pour cela tout ce que le mécanisme que nous essayons de mettre, on cherche toujours une passerelle entre ce que l'élève fait dans sa formation initiale et ce qui s'est fait à la formation continue. Donc, par exemple, déjà dans les systèmes, on a mis un mécanisme de formation continue qui se passe au travers des centres de ressources. Déjà, les élèves des humanités pédagogiques rénovés, ils prennent plus de temps de recherche et on veut que parmi le temps-là des recherches, qu'ils aillent dans ces centres-là, qu'ils n'attendent pas la fin. Donc, c'est une façon de les mutualiser et de les renforcer au travers de tout ce qui s'est fait dans la profession. Et comme je vous ai dit, vraiment, c'est une politique qui se base sur la responsabilisation. Alors, par rapport à la prochaine étape, donc, nous avons lancé effectivement, on a notre grande étape, comme vous l'avez déjà évoqué, donc ça va avec la première question, on aura une campagne de sensibilisation, comme je l'ai dit, avec le message de valorisation de la profession. Et par la suite, il faudrait réhabiliter ces écoles-là qui ont été désignées, ces établissements désignés pour les mettre dans les conditions qui permettront, parce que les programmes prévoient plus de temps de recherche pour les élèves. Alors, il faudrait mettre des conditions nécessaires pour que la recherche soit plus facile. Notamment des CREST, il faut y penser. Voilà, on pense. Donc, on fait vraiment cette passerelle-là entre la formation initiale et la formation continue. Et il faudrait réhabiliter les CREST, il faudrait équiper aux besoins des CREST et les écoles notamment, pour que les élèves soient en mesure de faire des recherches, de faire leur formation avec plus ou moins beaucoup de facilité. Voilà, merci beaucoup à vous de votre disponibilité. On a épuisé notre temps d'antenne. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'est une première, mais j'espère que vous pourrez revenir. Et je vous prie de revenir de temps en temps pour qu'on parle un peu éducation. Madame Dora, avec plaisir. Ce serait un plaisir partagé. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous avez suivi cette émission qui a reçu pour vous, voilà, une émission genrée de dames avec qui nous avons échangé sur notamment le projet efficace, les réformes en général, mais aussi l'opérationnalisation du projet. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.